Déjà, première chose, Fabrice vient de nous remercier les instructeurs, mais c'est plutôt à moi de te remercier. Tu m'as demandé de venir faire du combat viking. Moi, je ne fais pas de combat viking. Je ne suis pas un reconstituteur viking, je ne suis pas un expérimentateur viking. Donc, je dis que c'est sûr, c'est bien de moi qui s'indique. Donc, je suis vraiment très flatté et honoré de l'invitation. Et je vais essayer d'y répondre donc, le mieux possible en vous montrant un petit peu des principes généraux à la lance et au bouclier. Voilà, je travaille sur la lance et au bouclier dans la période qui suit celle que vous constituez, sur la période 11e, 13e siècle. Et il y a la lance bouclier, j'en ai fait sur d'autres périodes aussi. Et je me suis aperçu qu'il y avait quelques principes généraux, quelques principes globaux qui pouvaient être extraits à partir de deux choses. Déjà, le type de lance qu'on a. Est-ce qu'on a une lance à manche rigide ou une lance à manche souple? Vous avez peut-être déjà vu ces lances chinoises qui sont très très souples. On a travaillé le talon arrière pour que la pointe émette des vibrations et pour qu'elle soit difficilement saisissable. Donc là, on va dire pour de la lance une main, on n'a pas de lance souple. Okay, vous ne pouvez pas travailler comme ça, juste en bout de bras avec le poignet, c'est impossible. Donc, là, la question pour la lance viking de ce côté-là était plus facile à résoudre. Après, autre chose, dans la lance bouclier, autre chose qu'on prend en compte, est-ce qu'on a un bouclier qui va être fait, léger, mais qui va pouvoir être transpercé, ou un bouclier qui va être beaucoup plus lourd, un bois qui va être plus résistant. Pour prendre vraiment les deux exemples, c'est l'oplose de l'hoplite grec qui va être destiné à la pousser, qui va appuyer une lance de la phalange par exemple, une position très compacte avec la sarisse qui a un appui dessus, il ne faut pas que ça transperce parce qu'on ne peut pas bouger dans la phalange grecque et sinon on se fait transpercer. Et à l'inverse, c'est le bouclier romain, qui est un bouclier qui est fait en latte de bouleau pour ceux qu'on a retrouvés, donc il y a un bois qui est tendre, qui peut être traversé, c'est ce que les sources nous disent. Dans la guerre des Gaules, par exemple, on a des tas de boucliers qui sont traversés. Et donc du coup, mais par contre, on va pouvoir tourner autour et la légion romaine a des positions beaucoup plus mobiles avec des espacements beaucoup plus prononcés. Donc ça, c'était en fait la grosse problématique pour moi était là. On conçoit le combat sur un bouclier qui va être très résistant ou un bouclier qui va être plutôt facilement déchirable. Auquel cas, il va falloir éviter les percussions. Sauf si on peut choper le gars derrière et le transpercer, mais en tout cas, éviter dans un premier temps pour ne pas se faire coincer sa propre lance dans le bouclier adverse. Et ce que tu as dit hier, et ce que d'autres ont dit, c'est qu'entre 7 mm et 3 cm, il y a un peu tous les cas de figure qui se dessinent. Donc c'est très difficile de faire un choix, et en plus, en particulier pour la lance en tant que duelliste, tout à l'heure on verra la lance pour le groupe, c'est difficile d'affirmer quelque chose. De l'expérience que j'ai, généralement les boucliers légers sont plutôt utilisés en duel et les boucliers un peu plus lourds sont plutôt utilisés en groupe, mais après, là c'est soumis à vos travaux personnels sur le combat viking. Donc, dans ce qu'on va faire là, on va plutôt essayer de travailler à pas trop appuyer, forcer sur le bouclier, essayer de le transpercer en duel, mais plutôt passer autour. Parce que je pense que en tout cas c'est l'optique de travail dans laquelle je suis parti pour cet atelier. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres, mais je pense que celle-là historiquement peut se justifier. Donc c'est vraiment la chose que je vais mettre en avant, parce que ça conditionne beaucoup de choses, beaucoup de gestes derrière qu'on ne peut pas faire. Ça c'est le premier truc que je voulais vous dire. Et second élément, j'ai essayé de travailler, on va dire, pour différents niveaux de personnes. Je ne savais pas trop qui allait avoir. Je savais que Fabrice était un sculpteur, ou moniteur, ou géo, voilà. Je savais qu'il y avait d'autres personnes sans doute qui seraient plus débutants sur le combat viking, des reconstituteurs. Donc il y aura des travaux vraiment sur les positions globales du corps qui sont importantes. Sur la position du bouclier, je dirais que vous n'êtes pas d'accord ou peut-être entre vous, parce qu'il y en a qui le prennent un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus long. Donc ça,
voilà, je ne débattrai pas trop là-dessus parce que je n'ai pas les compétences. Par contre, ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment le mouvement de lance associé éventuellement au mouvement de bouclier. Vos appuis, votre stabilité ici peut être le dos voûté, vraiment une position typique du combat au bouclier où on a les appuis en carré ici et on va se déplacer, les DTE appellent ça la triangulation. Okay, on va vraiment essayer de conserver les appuis, vraiment des appuis solides, bien ancrés dans le sol pour éventuellement faire face à ce que a présenté Thomas, excuse-moi, un peu la fatigue, les entrées en lutte, en corps à corps, en grima, qui peuvent survenir soit en duel, soit en champ de bataille. Donc, ça va être le premier niveau. Deuxième niveau, commencer à travailler pour placer les techniques. Et puis, on fera aussi un troisième niveau, ce que je te parlais hier, Fabrice, c'est d'essayer de donner un petit set d'attaques qui peuvent s'enchaîner très vite. Okay, pour vous faire travailler beaucoup dans les séances, parce que souvent, de mon expérience d'enseignant, ce qui se passe pendant les séances martiales, c'est qu'on fait l'expérimentation et l'entraînement un peu en même temps. Donc on travaille la technique, on revient, on refait la technique, on revient, on refait la technique, ça prend un certain temps, on va voir les sources, ok c'est ça, c'est pas ça, on reprend, et si je fais comme ça. Et au final, le rendu, l'intensité de la séance n'est pas, c'est pas un vrai entraînement, c'est pas une séance martiale. Donc, vous donnez aussi voilà, l'opportunité éventuellement de mettre en place quelques outils pour augmenter votre temps d'entraînement, la réaction, développer des bons gestes, etc., etc. Voilà, donc on va faire un peu tout ça. Et s'il y a des questions, je vous propose qu'on en parle à la fin. Je ferai comme les DTE ont fait ce matin, hier après-midi, qu'on prenne un peu de temps pour parler de ce que je peux proposer et apporter votre propre expérience. Ça vous va? On fait ça? Quand elle est tenue allumée, on a une position haute ici, qu'on retrouve dans tous les arts du combat au bouclier, et une position médiane ici. Donc soit le pouce vers l'avant, soit le pouce vers l'arrière de l'arme en position haute. C'est les deux types de représentations qu'on trouve. Donc j'ai donc exclu les représentations qui sont plus tardives, à partir du XIe siècle. Moi je m'en sers beaucoup. Ici je ne l'aborderai pas parce que je n'ai pas trouvé le viking. Il y a cette représentation-là, la représentation vraiment la lance couchée sous les selles, qu'on trouve chez les cavaliers et aussi chez les piétons, et qui va amener certaines opportunités, certaines conditions qui sont différentes vraiment de ces positions. On n'a pas de talon pour tailler sous les selles. Donc c'est juste pour le point de comparaison. Au niveau de l'exercice, seconde chose, je pense qu'il faut essayer d'éviter la double touche. Je pense que c'est vraiment quelque chose dans la pratique sur laquelle il faut faire attention. Et un travail que j'utilise beaucoup, quelle que soit l'arme avec laquelle je travaille, c'est de mettre un des deux combattants dans une position volontairement défensive, en lui disant que c'est un moment où il a perdu l'initiative du combat, où il est en train de subir, et petit à petit, on travaille comment faire pour qu'il reprenne l'initiative. Donc j'aborde ça par niveau. Exemple. Ici, si on veut travailler tous les deux, on est tous les deux dans l'offensive, si on va tous les deux frapper, ce qui risque de se passer, on va tous les deux très vite arriver dans les problématiques de double touche. Même si on esquive la lance, après on rentre, percute tous les deux boucliers, et passe ça parce qu'il n'y a aucun des deux qui a su lire le combat. Donc, à l'entraînement, ce que je fais souvent, c'est un clairement le défenseur, celui qui a perdu l'initiative, et un qui va être l'agresseur. Et après on tourne, et après, dans un second temps, quand les élèves ont assez avancé le niveau, on aborde des questions de double initiative. Mais d'abord, vraiment mettre le 1 rôle. Ça c'est le premier outil. Et deuxième outil, pour augmenter le temps de travail, j'utilise le bon vieux système de Lichtenberg, c'est-à-dire on divise le corps en 4 ouvertures. On est ici, donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous. Première ouverture la plus facile, en haut à droite. Les lignes hautes sont toujours plus longues que les lignes basses, donc la deuxième ouverture est sur l'épaule droite. Troisième ouverture en bas à droite, du côté de l'arme vers la ligne basse.
et la plus difficile, la plus loin, la plus compliquée à prendre, quatrième ouverture, en bas à gauche. Et pour moi, sur ma gauche à moi, sur la droite de mon adversaire. Donc, on va faire les frappes dans cet ordre-là. Je viens ici, donc dans cette position, frapper, pas de parade pour moi. Frapper mon adversaire, première ouverture. Deuxième ouverture. Troisième ouverture. Quatrième ouverture. Okay. Et on incline les frappes. 1, 2, 3, 4. Simplement ça pour démarrer. Prenez votre distance, vérifiez que la pointe, ça va souvent plus vite dans le visage de l'autre, si de l'autre sur le droit, parce qu'il y a 1 mètre 20. Là. Donc simplement ça. On commence, on travaille sa distance. 1, 2, 3, 4. Ok? L'échauffement, on commence à mettre un partenaire. J'insiste. Il faut, dans un premier temps, pour éviter que pendant l'assaut, on ait l'habitude de passer à côté ou de ne pas avoir un coup qui frappe vraiment et qui dévie sur le côté, sur le bouclier, que le défenseur, alors simplement, il se concentre sur sa position de garde et qu'il laisse l'attaquant travailler. Là, c'est vraiment l'attaquant apprend à envoyer son arme droite, à maîtriser ici le talon de lance, à le contrôler avec l'avant-bras, ici, à faire attention sur une attaque à la pointe de son adversaire, à décaler, à rentrer à distance de combat. Il ne faut pas qu'on soit déjà là. Si on est là, c'est pas bon, on n'est pas à distance là. Le combat il démarre hors distance, en distance de danger. Quand je viens faire un pas, je rentre dans la dimension dans la sphère du combat. Hop, hop. J'apprends à visualiser les cibles possibles que je peux toucher et qui sont attestées dans les sagas d'ailleurs, cuisse, pied avant, etc. etc. Tu vas exposer quand tu fais ça Justement, l'idée ça va être petit à petit de corriger, d'amener la correction et de venir travailler en fonction des ouvertures qui vont être données dans le combat. Ok, là c'est du statique, pour le moment petit à petit on va mettre du dynamique. Première chose, si Stéphane m'attaque, on va ajouter simplement, pas de contre encore, mais le geste de parade fondamental. Vraiment le geste de base pour parer. Alors ça, après, ça va être soumis au propre test. Okay, il va falloir sans doute reprendre ce que je vais montrer, le développer. Et grosso modo, ce que j'ai en lance, qui revient souvent, c'est un petit décalage. S'il m'attaque sur la gauche, je fais faire un petit décalage sur la droite, okay, associé à une parade, okay, en fonction de la hauteur de l'attaque. La sortie de ligne, c'est important. Vous êtes sur une arme d'estoc, pique, droit. Okay, si vous restez plein fer dans la ligne, il suffit que vous ayez une parade ou un geste de contre qui va être dans un temps un petit peu décalé, vous la prenez plein fer. Okay, on n'est pas toujours au top dans le combat, des fois ça va vite, on n'arrive pas toujours à faire la technique dans le bon timing. Si vous prenez l'habitude d'associer la sortie de ligne, okay, vous mettez deux sécurités, celle de la parade, celle de la sortie de ligne. Généralement, il y a moins d'accidents. Okay, donc Stéphane m'attaque, je fais mon geste de sortie de ligne et je viens protéger, fermer l'ouverture, la première, celle qui est en haut à gauche pour moi. Okay, il vient sur ma deuxième ouverture, ici, je présente, deuxième ouverture. Ah, super. Toi, tu décales de l'autre côté. Là, je vais venir faire un petit pivot, petit décalage, sortie de ligne, prise de contact ici. Ok, avec ma lance. Troisième ligne, troisième ouverture, c'est ouvert sur ma jambe. Ok, je viens de fermer, pareil, sortie de ligne, et je viens de fermer ici avec ma lance. Ok. Et quatrième ouverture, généralement c'est la cuisse qui est souvent chopée dans cette situation. Simplement, souvent avec le bouclier, ça suffit pour fermer la ligne. Okay. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir placer vos techniques de contre, de reprise d'initiative en deux temps. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez la terminologie mise en place par les Italiens, mais ils distinguent les techniques qui se placent dans le même temps que l'attaque, le un temps, et celles qui se font en deux temps, parade, riposte. Okay. Donc là, c'est vraiment l'idée de travailler la reprise d'initiative. 1, je défends. 2, 3. Okay. On peut faire même chose en lance-route. Ça va être exactement les mêmes fondamentaux.
bras. Ça, je me le prends sur la deuxième ouverture, exposé. Voilà, juste avec le bouclier, des fois ça suffit. On va prendre l'initiative. Ok, vous essayez ça, juste les gestes de défense. Est-ce que tout le monde a testé le travail en position haute? C'est dur pour les bras, ouais, c'est dur pour les bras. Je suis d'accord avec vous, mais pour ça, que ce soit pour vos plis grecs, que ce soit pour le combat anti-trésienne, et que ce soit pour le viking, c'est les positions les plus représentées. Pouce vers l'arrière, toujours. Dans toutes les civilisations que je vous ai mentionnées, c'est pouce vers l'arrière. C'est pas ça. Ok? Si on a le coude, il va pouvoir protéger ici le visage. Ok, la lance va pouvoir passer d'un côté à l'autre. Alors, je ne suis pas un surhomme, j'ai un problème de boucle, je suis en position haute. Ok? Et du coup, j'ai cherché un peu à comprendre comment on pouvait reposer le bras sans systématiquement changer la prise de la lance. Nous, en 11e, 13e, on a des boucles, donc on ne peut pas désolidariser les bras. Et il y a un truc qui est apparu, je vous le propose, sur pas mal d'iconographie de la période plus tardive, on voit des combattants, les vis face au vertus, c'est des scènes bibliques, charité face à orgueil, etc. Je cherche plus les oppositions. Et on les voit, donc les vis qui sont au pied en train d'être mises à mort, et les lances qui sont dans cette position-là pour les achever. Et en fait, pour reposer le bras, naturellement, un jour en combat, j'ai fait ça. Voilà, là. Et j'ai fait mes décalages avec le talon, ici, ou la pointe basse. Et je m'aperçois, en faisant ce travail-là, que j'ai exactement les mêmes possibilités de contre que quand je suis en position haute. Donc ce que je vous propose, c'est quelque chose qui est par ailleurs à tester chez Chauvet et Thierry au 15e, où il a un bâton ici, et sur un coup de lance, il va venir rentrer, désarmer la dague et frapper, avec une petite sortie de ligne, donc il a le secret. Okay. Donc je vous propose ce travail-là. Au lieu de travailler position haute avec les décalages, vous allez faire exactement les mêmes fondamentaux de déplacement, mais travailler avec un bâton. Décalage ici, sur la deuxième ouverture. Décalage ici, position de bâton, avec le haut, avec le bas vers la pointe. Ok? Vous allez essayer ça? Chose importante sur toutes ces positions, que ce soit le batté qui est dans cette position-là, celui qui est en position haute, celui qui est en position de bâton, il faut essayer de conserver la pointe le plus possible vers son adversaire. C'est ce qui va déterminer votre riposte efficace ou pas. Si quand je chasse dans cette position-là, okay, avec le bouclier, j'ai la pointe qui vient là, pour venir refrapper, avoir une frappe puissante, ça va être compliqué. Il va avoir le temps de m'intercepter ici avec le bouclier, okay, et éventuellement de riposter. Par contre, si quand je le décale, je le chasse ici, j'ai la pointe qui est déjà placée dans l'ouverture, là il a intérêt d'être rapide pour y faire face. Okay, il va pouvoir, et là on va pouvoir reprendre vraiment l'initiative. Il s'est ouvert, il pousse avec le bouclier pour la défense. Refait. La frappe. Et il s'est ouvert, il pousse avec le bouclier pour la défense. Il vient s'ouvrir ailleurs. Okay, parce qu'il a le stress de son genou, il va venir s'ouvrir ailleurs. Il va venir s'ouvrir ailleurs. Okay. Donc on aura repris l'initiative efficacement. Même si ça ne touche pas direct, on va s'ouvrir d'autres lignes. Plus loin. Justement, je redis bien, après le batté, que ce soit les positions hautes, position médiane, il m'attaque première ouverture, je chasse, je me décale, là j'ai créé une ouverture ici sur ce qui correspond à sa deuxième ouverture à lui, où je vais pouvoir venir frapper sur l'épaule, le bras, okay, qui s'est ouvert vraiment en ligne droite ici. On remonte une fois, frappe dans la première ouverture, je décale. Il y a une ouverture qui s'est créée, si j'ai fait un bon batté ici, sur la ligne, sur le bras, je vais en pouvoir profiter pour venir frapper. Deuxième ouverture, vous allez voir, c'est le même système. Je viens créer ici mon ouverture. Pareil, j'ai tout le flanc gauche qui s'est ouvert. Généralement, je vais pouvoir en profiter, garder le contact, protéger la lance et venir rentrer dans une ouverture plutôt basse. Là, généralement, c'est celle qui sort le mieux dans l'assaut. S'il vient sur ma jambe ici, je vais pouvoir pareil faire le décalage, maquer le pied, éventuellement en faisant attention à son bouclier s'il est dans l'initiative ici, pour
bouclier, je vais pouvoir revenir avec le talon de la lance, je vais réappuyer derrière. Quatrième ouverture, je fais mon décalage, et là les lignes basses elles sont toujours plus faciles si on a fait mon décalage, on va pouvoir frapper ici. Ok? Vous essayez ça. C'est simple, ok? La lance, c'est une arme exclusivement d'estoc, vous la tenez à une main. C'est une arme qu'on donne souvent pour les levées, les milices, pour les meetings, je ne sais pas. Ok? Mais c'est une arme qui n'est pas fondamentalement très compliquée. Ok? Si vous avez vos bons fondamentaux de défense, ça peut vous ouvrir. Après, l'art est assez simple. Okay? L'art de la lance, c'est sur la pointe. Okay? Protégez votre centre, ça va être relativement simple. On remonte une fois le circuit, si on va monter dans cette position-là. Okay? Ça va être la même chose. Là où ça s'ouvre. Mais au moins vous n'avez pas de touche. Ok? Allez, à vous. Certainement tous remarqué qu'on utilise plutôt des techniques de batté sur l'arme. Ok, on va battement, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. On va utiliser une percussion pour créer une faiblesse dans le code de protection, dans la ligne de protection de l'adversaire. Okay? Et c'est là que je vous disais, c'est différent de ce qu'on a un petit peu plus tard sur le 11e et le 13e, où là, on va plutôt pour les travail, fais-moi un estoc, bras tendu, où on va plutôt utiliser du liage avec ces techniques-là, avec le talon dessous, on va utiliser à peu près les mêmes fondamentaux, mais plutôt avec des techniques de liage, et dès qu'on enlève le soutien de l'aisselle, on va plutôt utiliser du coup des battés, okay, des frappes pour couvrir l'adversaire. Okay, c'était juste pour une petite comparaison avec ce qu'il y a un peu plus tard. Next, prochain exercice. Il y en a un qui va se mettre en position à deux mains. Son but, ça va être de faire travailler la défense de celui qui est en face de lui. Il va mettre un flot d'attaque dans les ouvertures, peu importe l'ordre, ok? Et il va, donc le partenaire va le faire travailler pour qu'il conserve un bon cône de protection. Donc je vais venir l'attaquer ici, avec le bâton, garde haute, ok, garde haute. Et je viens doucement travailler, voilà. S'il s'ouvre trop à l'endroit, hop, j'y montre qu'il s'est trop ouvert. Il faut qu'il garde la protection proche de lui, proche de lui, proche de lui. Ok, on inverse les rôles. On la lance. Si on inverse les rôles, j'essaie de garder une cône de protection. Là, c'est léger ça. Très proche de moi, très proche, très proche. Accélère, 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 accélère. Ok, l'idée, c'est d'aller progressivement monter vers le niveau d'inconfort de la personne qui travaille ses fondamentaux défensifs. Ok, si vous êtes cool, ça sert à rien. Si vous êtes en train de faire ça sert à rien non plus. Ok, il faut augmenter doucement le rythme pour que l'adversaire travaille en inconfort. Voilà, pour essayer de lui faire détériorer le geste et lui l'obliger à ne pas aller trop loin. Ok? Allez, à vous. Je fais mes parades ici. Okay. Et si je vois que je n'ai pas d'ouverture, un bon contre, il s'est avancé près de moi, je vais pouvoir lui mettre un geste de reprise d'initiative. D'accord? Ok? Là, les deux ont besoin du masque. Je gère, si ça vient de
c'est vers l'extérieur mon bouclier. Tu pousses la lance, fais-moi le bâton de la lance vers mon bouclier. Voilà. Okay. Dans cette position-là, vous pouvez vous retrouver dans la même position, partir du milieu et venir dans votre position haute, sauf qu'au lieu d'avoir la pointe vers l'avant, vous aurez le talon. Je viens ici, je décale, je viens mettre mon talon vers l'avant ici. Okay. Ce n'est pas la solution qui est la principale, il faut essayer de garder la pointe vers l'adversaire. Okay. Mais des fois, quand on est lié, quand il y a un battement, lié c'est plus tard, quand il y a un battement pour la période picking, c'est le seul moyen de s'en sortir. Okay. Parce que sinon, on risque qu'on s'expose au contre de l'autre. Donc je viens frapper, il dévie, je vais pouvoir venir prendre ma garde haute ici, près de moi, pour venir taper talon, et après remonter, frapper pointe. Okay. Je remonte, j'envoie une frappe, mets-toi en position de garde. J'envoie une frappe sur sa deuxième ouverture, les ouvertures à droite, là où il n'y a pas de bouclier. Il me décale pour venir me frapper, éventuellement me pousser avec son bouclier en plus, et après la suite, voilà. Tout simplement, me faire un coup de pointe. Pour contrer ça, je décale, je sors bien de ma ligne sur la droite, et mon mouvement, ici, c'est de venir ramener près de moi, okay, pour protéger mes mimines. Okay, parce que vous verrez, vous pouvez le faire ça face à l'épée ou à la hache aussi. Donc, vous venez très près, protéger mettre la main contre la joue. Okay. Position haute. Donc, je suis ici, je suis lié, femme. Et pour arrêter l'élan que j'ai donné à la lance, je peux me servir de mon bouclier. Frappe à la deuxième ouverture, il me lie. Je viens ici, arrêter l'élan de ma lance avec le bouclier. Et je viens de suite menacer avec le talon mon adversaire. Je pousse et j'enchaîne. Je peux servir du talon en percussion dans les dents, par exemple, c'est pas agréable. Okay. Vous pouvez vous en servir aussi pour repousser l'adversaire. Ici, appuyer, repousser, venir créer l'ouverture sur son flanc, garder le contact avec la lance, piquer avec la pointe. Okay, vous ne restez pas le talon en comme ça. C'est simplement pour sortir du contre qu'il vous a fait. Ok? Ça va? Vous allez voir sur votre angle. Geste initial, c'est moi qui me provoque. Frappe dans la deuxième ouverture. On est ici. Frappe dans la deuxième ouverture. Il me fait un battement. On fait. Je viens ici. Talon. Écarte. Frappe. Là, en l'occurrence, ça aurait été plus judicieux de ma part. Ok. Je vais venir frapper sur la jambe qui va soulever. Ok? Yes. Allez, à vous. Ouais, je vais vous montrer. Dans cette situation, ce qui est vraiment important, certains l'ont vu, c'est pas de chercher à mettre le coup sur le côté avec la main. Si vous faites ça, vous exposez trop votre main. Et si je viens ici chercher, je frappe, je suis lié, je viens frapper avec la main ici, j'expose vraiment mon bras. Si jamais il a le réflexe de contrer avec le bouclier, pas tant au coup de bouclier, mais plutôt au coup de lance. Parce que lui, le but, c'est de me faire une autre initiative. Ok, prends mon bras, le bras est avancé. Ok, je ne l'ai pas protégé, prends le bras. Donc il faut vraiment que je décale de ma ligne complètement sur le côté pour protéger la pointe ici et vraiment avoir la main près. Ok, pour venir taper. D'accord. Ça c'est le premier truc. Si jamais votre coup de talon il a du mal à passer, il est trop haut, ce que vous pouvez faire aussi, c'est rentrer les entrées de Lima, là tu en as une qui est belle, ok, tu as la protection ici, tu as eu du mal à passer. Tu rentres t'appuyer, travailler, traverse, lâcher l'arme, travailler à Lima, ok. Là tu as une belle entrée à Lima aussi. Et même s'il est en haut, même s'il a un casque, tu viens rentrer comme une mule
tu viens le saisir, tu l'envoies au sol. Ce qui est con, c'est que je le Les récupère. deux entrées qui vont venir, Avec un marteau. J'aime bien la gueule qu'il fait. Pas de contact ici. Et si, pour comme fait ce déséquilibre arrière, il se range vers l'avant, à ce moment-là, bam, et là tu envoies sol, voilà, climat, Mais tu lui en veux? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ok. Autre chose possible. T'imagines que tu perds le fil du truc, il t'explique Qu'est-ce tellement que bien. je dois rapidement sur toutes les entrées basses. Moi, je ne peux pas le faire avec mon écu 13, mais sur toutes les frappes aux jambes, éventuellement, vous avez possibilité de venir casser la lance dans le un temps. Okay, mais il faut que ça soit de suite. Hein, c'est pas je viens ici, je vais parer, puis après j'appuie. C'est vraiment dans le même élan. Il faut casser, sinon on s'ouvre en haut. Sur une frappe aux jambes aussi, vous avez la possibilité, donc avec vos fondamentaux défensifs, même chose, sortir la jambe avant, la jambe exposée. Ok, sortir, venir se matcher ici, piquer. Ça marche à vous. Ok, ça pour le coup, ça peut marcher en groupe. Ouais, je peux vous montrer, il ne faut pas forcément marcher en groupe, mais plutôt ce genre de choses, mais ça peut marcher en groupe. Et quand on travaille arme courte contre arme longue, vous pouvez utiliser les mêmes choses à la lance, les mêmes fondamentaux, et celui qui a arme plus courte, il va travailler donc ses fondamentaux défensifs, venir rentrer, et si je viens lier mon adversaire sur l'extérieur, il peut me faire la même technique de talon, sort de la ligne. Ok, ça, bim, rentre, frappe, lâche la lance. La jambe derrière. Voilà. On commence à rentrer en glissement, on retrouve la même chose. Ok. Et dernière petite chose, dernière petite piste qui m'était venue. Quand vous liez lance en position haute, vous essayez avec la hache de lier la lance en position haute, vous passez ici sur l'extérieur, vous pouvez approcher, garder contact ici. Là, il y a tout un tas de travail à faire avec l'approche. Ok, ici intérieur, gardez le contact, bam, remontez. Et vous avez tout un travail à faire. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé, mais la hache face à la lance, c'est excellent. Okay. Vous pouvez même mettre un jeu d'observation entre les deux une fois que vous avez accroché. C'est-à-dire en position médiane. Okay. Vous travaillez ici, hop, et vous gardez le contact pour éventuellement éviter de vous exposer, voilà, à la réaction de l'autre. Et lâcher au dernier moment. Okay. Voilà, encore une fois, c'est des pistes. C'est juste des pistes, je ne suis pas expérimentateur viking, je ne suis pas reconstituteur viking. Par contre, j'aime bien quand je m'indique qu'il avance, que ce soit sur ma période ou sur celle des autres. Donc si ça peut vous donner des pistes, j'en suis enchanté, c'était le but de cet atelier. Merci Steph de m'avoir servi de victime.